Eh bien, bonjour à tous. Merci Karim, merci pour cette invitation. Je suis très heureux d'être ici, doublement parce que le sujet du co-living est extrêmement passionnant et pluriel, et d'autre part, aujourd'hui je vais vous livrer un travail, du moins un sujet de réflexion sur lequel je me penche depuis maintenant plusieurs années, et dont l'actualité nous rappelle à quel point la question de l'habiter est essentielle et nourrit ce constat finalement. Et pour la petite histoire, à ce titre, moi j'ai monté ma petite structure en ce début d'année qui est spécialisée dans le montage foncier de lieux hybrides pour et avec les habitants. Et donc l'objet de mon propos aujourd'hui sera de vous présenter en quoi le co-living peut ou pourrait traduire une nouvelle ère dite individualiste. Alors, pour cadrer un petit peu et nourrir cette approche, dans un premier temps, on s'intéressera à la propriété. Puis on portera une analyse sur quelles sont nos expériences du temps, du foncier et de l'habité. Ensuite, je vais vous présenter aussi de manière non exhaustive certaines des particularités de l'évolution du rapport à la propriété que je mettrai en exergue vis-à-vis de l'industrie de services. Évidemment, vous décrire ce qu'est le co-living et ses subtilités, disons. Et cinquièmement, ce qui nous amènera aussi à poser la question du fondement de l'individualisme et son esprit de consommation et de critères normatifs. Et enfin, je conclurai mon propos en prenant un petit peu de distance par rapport à cette notion d'individualisme que revisite d'une certaine manière le co-living. Alors, pourquoi s'intéresser à la propriété ? Alors, 3 éléments clés. Le premier, selon les Nations Unies, la population mondiale devrait atteindre plus de 11 milliards d'habitants d'ici 2100, soit 45 millions par an. La demande en matières premières, eau, alimentaire, mais aussi en logement progressera inévitablement. Deuxième élément, en 2030, les millennials, ou génération Y, qui regroupe l'ensemble des personnes nées entre le début des années 80 et la fin des années 90, représenteront 2,3 milliards d'individus dans le monde, et 16 millions en France, soit 75% de la population active. Troisième point, ils sont caractérisés par une très faible attache et une grande aptitude au changement, et leurs critères sont la rapidité, l'efficience et la facilité. Ce qui est assez intéressant, c'est que près d'un tiers des millennials n'envisageraient pas l'accès à la propriété, à savoir pour 2 facteurs, l'augmentation des prix de l'immobilier et l'investissement immobilier qui est considéré comme un frein à la mobilité. Alors l'expérience du temps, du foncier et de l'espace habité, à partir de là, si la transformation du parc immobilier est inscrite dans des étapes lentes, l'habitat, autrement dit les manières d'habiter, entraîne déjà des besoins nouveaux en termes de propriété. Le modèle familial a changé, la taille des ménages a baissé, le parcours résidentiel évolue, et ainsi, j'ai soulevé 4 points essentiels. Alors le premier, les manières d'habiter progressent plus vite que le parc immobilier. 2 bouleversements majeurs des usages ont modifié le marché locatif. D'une part, la colocation étudiante et des jeunes professionnels, et de l'autre, la progression des locations courte durée. Deuxième élément, l'agrandissement des espaces partagés dans les logements collectifs, qui relève un intérêt pour une mise en commun spatiale plus partagée. Troisième élément, les temporalités d'occupation des logements, c'est-à-dire cadencées par les transports, la vie pro et privée, qui se transforment graduellement. On constate aussi une désynchronisation des rythmes de vie. Type travail indé, télétravail, travail en rythme décalé, travail de nuit ou temps partiel, qui sollicitent de nouveaux partages des espaces au cours d'une seule et même journée. Quatrième point, le vieillissement de la population, qui amplifie des modes de vie dits sédentaires, c'est-à-dire qu'il fait émerger des besoins nouveaux d'équipement et d'accompagnement à domicile. Ce qui nous amène finalement à une évolution du rapport à la propriété. Ainsi s'opère une grande pluralité dans notre rapport à la propriété. Premier point, on voit l'arrivée d'un très grand nombre de prêts immobiliers, prêts amortissables, relais, in fine, conventionnés, etc. Deuxième élément, les prêts à accession sociale qui ont pour but de favoriser l'accession à la propriété des familles aux revenus modestes. Donc il est accordé par un établissement financier ayant une convention avec l'État. Troisième élément, là ça devient de plus en plus intéressant puisqu'on voit éclore tout un tas de dispositifs qui sont hérités de modèles anglo-saxons. Alors ici les OFL et les OFS. Alors les OFS qui sont les organismes fonciers solidaires, qui sont d'une certaine manière les ancêtres des Community Land Trust. Alors les Community Land Trust, c'est en quelque sorte un bail amphithéotique
Un bail de très longue durée, vous n'êtes ni totalement locataire, ni totalement propriétaire. Vous êtes en quelque sorte propriétaire des murs, mais pas du sol, sur une propriété qui est inférieure au prix du marché, mais surtout plafonnée pour des ménages dits modestes. Et les OFL, ça a été mis en place par Jean-Luc Laglaise, qui est député MoDem, qui sont tout simplement les organismes fonciers libres. Donc dans son rapport sur le foncier, il propose de révolutionner le droit de propriété, la maîtrise des coûts du foncier dans des opérations de construction, avec une volonté d'avoir des PLU, avec prix plafond et une interdiction des ventes aux enchères du foncier public. Quatrième élément, alors toujours hérité du modèle anglo-saxon, ce qu'on appelle les LOA, une sorte de leasing, on a calqué ça des leasing automobiles, c'est-à-dire on parle d'une location avec option d'achat. Au début, vous êtes locataire dans le but d'être propriétaire. Alors, voilà. Cinquième élément, l'habitat coopératif. Donc l'habitat partagé avec une logique de compression des coûts depuis la construction jusqu'aux prestations collectives, en passant par la mutualisation de l'apport financier en vue d'accéder à un crédit bancaire. Alors le projet que vous voyez ici sur la petite image, il s'appelle le village vertical. Alors c'est un habitat social et écologique qui est initié et conçu par ses habitants, dont ils sont collectivement l'unique propriétaire et qu'ils gèrent démocratiquement sans spéculation ni but lucratif. C'est un projet qui a été initié à l'automne 2005 et qui s'est concrétisé en juin 2013 avec l'emménagement de 14 ménages. Même s'il a fallu presque 10 ans avant de sortir le projet, c'est devenu une SAS coopérative à capital variable. Donc on s'aperçoit que finalement, on observe que la valorisation du foncier, de l'immobilier ou la captation de la rente foncière réapparaît dans le cadre des grands projets d'infrastructure de cohabitation. Donc pourquoi finalement j'aborde ce sujet aussi aujourd'hui ? C'est qu'à titre personnel, moi je considère que le logement n'a pas évolué depuis près de 50 ans en France. On est très louis-canien, toujours espace servi, espace servant, espace jour, espace nuit. Et le logement ne rapporte plus rien. Et donc le co-living essaye de remporter ce marché d'une certaine manière. Et aussi, l'habitat, du moins dans sa formule cohabitative, se voit contraindre toute une technicité de gestion financière et servicielle. Ce qui nous amène effectivement à une corrélation entre la propriété et l'industrie de services. Aujourd'hui, on voit énormément de partage de biens et services, échange de biens, de services entre particuliers, bricolage, ménage, gardiennage. Au niveau du transport et des mobilités, covoiturage, partage de taxis, livraison entre particuliers, type vélo en libre service. Évidemment, dans le domaine immobilier, l'immobilier de bureau, accès à des espaces de coworking ou sous location de bureaux inoccupés dans les entreprises. Et évidemment, dans l'habitat, location courte ou longue durée entre particuliers, colocation, habitat participatif, type Airbnb. Alors, le développement des plateformes d'échange entre particuliers, du nomadisme et de nouvelles formes d'activité, de la colocation et des nouveaux modes d'hébergement, la reformulation de la famille dite nucléaire, du grand âge à la dépendance, les modes de vie évoluent et ces évolutions transforment en profondeur notre rapport au logement. Les pratiques, les attentes et même les moyens utilisés pour trouver un logement ont en quelques années considérablement évolué. Donc sur chacun de ces éléments, on a du co-service, du covoiturage, de la colocation, du coworking. Au final, on se rend compte que tous ces éléments de propriété, d'accession libre, legs usufruit, viager, coopérative, propriété fractionnée, il y a une certaine volonté de réinvention de notre fameux usus, fructus, abusus en fait. Et de ce fait, l'essor de ces différentes formules de propriété sont corrélés à la croissance de l'économie des usages et du collaboratif. Et cela fait émerger effectivement une certaine apologie du vivre ensemble. Donc l'évolution du rapport à la propriété avec l'industrie de services nous amène à une pluralité des typologies d'habitat. Et le co-living semble être une de ces réponses. Alors, effectivement, l'essor de l'économie des usages et du tout collaboratif, l'usage et le service créent des besoins nouveaux. Ainsi, l'apologie du faire ensemble au travers de l'habitat prend de l'ampleur. Et pour ce faire, de nombreux exemples se mettent en place. Alors, moi, je vais vous proposer un petit exercice et d'inspirer très fort. Très fort, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui nourrit ce constat du tout partagé, du tout collaboratif, c'est bien cela. Et pour cause, voici quelques exemples, plusieurs chocs de l'offre. Je vais tous les réciter.
Habitat participatif, résidence étudiante, résidence intergénérationnelle, papy-loft, habitat autogéré, habitat groupé, habitat coopératif, habitat participatif, habitat inclusif, habitat partagé, éco-résidence intergénérationnelle, cohabitation intergénérationnelle solidaire, cohabitation mixte intergénérationnelle, covoisinage actif intergénérationnel et solidaire, habitat partagé intergénérationnel, habitat communautaire senior, béguinage, néo-béguinage, senior co-housing, maison multigénérationnelle, maison bigénérationnelle. Bon, je respire un petit peu. Vous l'avez compris, je pourrais continuer encore quelques secondes sur ces formules d'habitat abondamment débattues et expérimentées. Mais comme c'est une journée exceptionnelle, je vous en propose encore une autre. Habitat partagé et accompagné, habitat en autopromotion, habitat groupé en autopromotion, habitat en autopromotion accompagné, logement solidaire, éco-habitat, groupé participatif, éco-hameau, cohabitat, habitat collectif écologique, habitat collectif participatif, habitat passif et écologique, habitat éco-responsable, habitat éco-rénové, habitat éco-construit, habitat autonome, habitat collectif autogéré, habitat groupé, autogéré intergénérationnel, logement adapté. Bon, je m'arrête là. On se l'accorde, tout y passe au travers de ce narratif quelque peu effrayant, à croire que rien ne se perd, rien ne se crée, et malheureusement rien ne se transforme, semble-t-il. Vous l'avez compris, je tape un petit peu dans la fourmilière. Donc en fait, il est quand même fréquent de voir apparaître un mot à la mode qui, comme toute chose prisée, comporte le risque d'un usage excessif ou galvaudé. Loin d'apporter plus de précision que les mots qu'il remplace à chaque nouvelle réforme ou crise, ils constituent des mots passe-partout transmettant peu d'informations, mais dont l'aspect sérieux doit intimider l'auditoire. Leur utilisation donne l'impression qu'il s'agit de quelque chose d'important et à la mode, ainsi qu'une impression de compétence auprès du public. Alors que, in fine, la participation des personnes concernées est quasi invisible dans ce corpus, et qu'on a tendance à populariser plus le slogan que les habitants eux-mêmes. On pourrait même avancer le fait qu'il existe une certaine forme de corporatisme du modèle de cohabitation, qui inclut certains régimes fiscaux optimisés, etc., etc. Donc effectivement, des lieux tierces, plébiscités, et une pluralité de concepts. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que le co-living ? Ce mode d'habitat qui se sert de la raréfaction et de la cherté du foncier explore de nouvelles formes de propriété, et c'est en cela que le co-living suscite un vif intérêt de la part des professionnels de l'investissement immobilier. Alors, en trouvant racine dans une volonté de bricoler, sans cesse de nouvelles formes d'habiter, du latin habitare, avoir, posséder, en bricolant notre avoir, on ne possède plus rien. On n'est plus chez soi. Et évidemment, la question posée aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le co-living ? Alors, de manière extrêmement simple, le co-living est une formule d'habitat colocatif qui est à mi-chemin entre l'hôtellerie et le logement classique, où l'on vient greffer une dimension servicielle, facultative ou obligatoire, avec une formule qui est tout en un, tout inclusive et avec une certaine ingénierie dans l'aspect juridique. Alors, pour moi, il me semblait extrêmement important de faire une légère digression historique et de poser la question de l'origine du mot service. Et on s'aperçoit que l'esprit serviciel, il est très argumenté scientifiquement. Il est emprunté du latin servicium, qui signifie esclavage, servitude, captivité, domesticité, de servus, esclave, et servire, être asservi. Et étymologiquement, le mot service implique l'idée d'assujettissement à une volonté supérieure. Et le Larousse, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que c'est un accomplissement d'une ou de plusieurs prestations afin de satisfaire sa clientèle. Alors, lorsque l'on s'attarde de manière modeste sur le droit romain, si toute civilisation connaît des formes d'appropriation, l'élaboration d'un droit des biens commence avec les Romains, qui ont les premiers opéré une classification juridique des biens et accordé une place déterminante à la protection de la propriété privée. Historiquement, de l'Antiquité à l'époque actuelle, en passant par les révolutions industrielles, plusieurs archétypes de droit des biens se sont développés dans le cadre de systèmes politiques d'obligations et de services. La pratique du droit réel en tant qu'outil serviciel n'est pas nouveau dans l'histoire de la propriété. Son origine remonte directement dans le droit romain, l'amphithéose, nous venons de le dire, qui était à Rome un droit réel de jouissance, conféré sur un bien appartenant à autrui. Elle ne s'établissait que sur les propriétés rurales, moyennant le versement d'une redevance périodique appelée canon. 1775, ce droit réel de jouissance d'un bien, investi de prérogatives, se retrouve dans différentes théories politiques et sociales,
notamment dans les doctrines hygiénistes. Le projet de la Saline Royale d'Arc et Sénan, construite par l'architecte Claude-Nicolas Ledoux, sous le règne de Louis XV, en est l'exemple. Il s'agissait d'une manufacture destinée à la production de sel, qui fonctionnait comme une usine intégrée, où vivait presque toute la communauté de travail, construite en forme d'arc de cercle, à l'abrité des lieux d'habitation et de production. Chaque habitant ici devait donc verser au commis, employé de l'administration chargé de la perception de l'impôt sur le sel, la gabelle, une taxe royale sur le sel. Donc le principe de coopération s'inspira plus tard du système du socialisme utopique. 1867, Léon Hédoux, inventeur du premier monte-charge hydraulique baptisé ascenseur. Et donc on va voir apparaître l'essor des immeubles hauts durant le 19e siècle, et en fait l'essor des constructions de plus en plus hautes, suivi de l'apparition des gratte-ciel est étroitement lié, logiquement, à l'apparition d'une certaine manière au service, en l'occurrence l'ascenseur. Les ascenseurs destinés au public des premiers gratte-ciel au tournant du 19e et 20e siècle n'autorisaient que la montée aux étages et non la descente, qui devait se faire par les escaliers. 1890, Otis utilise la vapeur comme force motrice pour équiper un ascenseur. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que les deux petites personnes que vous voyez sur la gauche, on les appelait les liftiers. Et les liftiers, en fait, c'était des personnes affectées à un ascenseur et à son fonctionnement. Elles accueillent les utilisateurs en les saluant et, sur leur indication, actionnent un levier faisant partir la machine. Il doit ensuite arrêter la machine lui-même à l'étage à atteindre. On ne les rencontrait que dans les établissements luxueux, par exemple les grands hôtels, ou parfois comme cabiniers pour accompagner les touristes lors de visites panoramiques comme dans les ascenseurs de la Tour Eiffel. Alors la fonction peut être assurée aussi par un groom, un employé qui assure d'autres fonctions d'intendance telles que le transport des bagages jusqu'aux chambres. Et également un autre élément qui est tout à fait important, ce que vous voyez sur l'image de droite, c'est l'univers haussmannien. C'est-à-dire que c'est le mode d'occupation. C'est-à-dire la structure d'occupation de l'immeuble haussmannien a évolué avec l'ascenseur. Il y a tout un avènement hygiéniste derrière tout ça, avec la lumière, s'écarter de la pollution des rez-de-chaussée, et donc il y a eu un certain inversement social, disons. Et donc au carrefour de ces logiques, un sujet serviciel impactant l'habitat finalement. 1903, par conséquent ici, disons l'hygiénisme, ancêtre des HLM, les HBM, habitations bon marché, ici Henri Jacobs, cette réflexion autour du logement ouvrier permettra la création de lois relatives au logement social, tout en poursuivant les réflexions hygiénistes préexistantes, notamment sur l'ensoleillement et l'aération des logements. Ici, nous sommes dans une coopérative ouvrière bruxelloise. Les équipements sont pensés avec une grande rationalité, chauffage, garde-manger, vide d'ordures, coffre à linge, salle, etc. Tout est pensé pour le confort des ouvriers. Plus proche de nous en France, l'industriel idéaliste Jean-Baptiste André Gaudin mettra notamment ces principes en application pour la fondation du Familistère de Guise notamment. Plus qu'un hôtel coopératif, il s'agissait d'une coopérative ouvrière de production où plusieurs familles vivaient ensemble, en communauté, avec autour d'eux des magasins. 1948, Georges Chédan, architecte. Dès la fin du XIXe siècle, les grandes succursales journalistiques construisent de grands bâtiments à plusieurs étages dans les centres des villes. Ici, le Parisien Libéré, rue Réaumur, tout à la fois symbole de leur puissance financière et de leur influence sur l'opinion, ces immeubles permettent d'abriter l'ensemble des services du journal. On y trouvera notamment des blanchisseries, labos photo, clicheries, imprimerie labeur, bureaux de dessin, bar, linotype, centre de radio, etc. Plus proche de nous, 1992, Bertrand Goldberg, dans un tout autre registre, mais présentant certaines similarités, disons. Alors, plusieurs projets dans la carrière de Goldberg, qui est un architecte américain, et il s'est concentré sur la satisfaction des besoins spéciaux dans le domaine médical aux États-Unis et à l'étranger. Son logement Bonaventure Waystop a été conçu pour offrir des soins de convalescence à court terme aux patients atteints du sida. La conception de Goldberg visait à réduire les séjours à l'hôpital des patients tout en procurant un sentiment de communauté dans un cadre distinctement résidentiel. Et on retrouve dans le co-living, d'une certaine manière, la même grille de lecture, à la fois sociétale et architecturale. À savoir des blocs ici, lorsque l'on lit les plans, des blocs humides complexes, des chambres réduites et des espaces partagés dans les étages courants, en inculquant effectivement un état d'esprit assez collectif. Et aujourd'hui, dans les projets type co-living, lorsqu'on se réfère au co-living, sans véritablement bouleverser l'industrie immobilière actuelle,
le co-living reproduit un certain modèle hygiéniste du logement collectif, en se positionnant dans la continuité d'une colocation qui propose des services dans une formule toute inclusive. Aujourd'hui, la majorité des opérations co-living en France et à l'étranger prétextant une expérience utilisateur ou un lien communautaire s'inscrivent dans cette logique hygiéniste. Donc aujourd'hui, les deux exemples que vous voyez, ils se situent à San Francisco, aux États-Unis, avec toujours des espaces privatifs minimisés, et on met en commun la cuisine ou le séjour. On peut émettre des doutes quant à la qualité de vie lorsque de trop nombreux locataires sont concentrés et lorsque l'on voit des appartements créés comme des cellules mono-orientées. Autre exemple, autre univers, alors là nous nous trouvons en Irlande. L'opérateur s'appelle Bartra Capital Property. Il est extrêmement intéressant puisqu'il a fait parler de lui. C'est un projet, nous l'avons dit, irlandais, 208 chambres avec 42 chambres par étage, partageant une cuisine commune, le tout pour 1 400 € par mois, minimum. Et le Time avait décrit un article, je le cite, « Le co-living Dickensian propose des chambres plus petites qu'une place de parking pour handicapés ». Et donc effectivement, la même manœuvre, niveau mobilier, la notion, lorsque l'on regarde un peu en détail sur l'image de droite, le lit est encastré dans un alcôve, il y a très peu de place. Donc on retrouve des similarités structurelles et architecturales. Troisième exemple, Londres, Royaume-Uni, on est toujours dans le même état d'esprit. The Collective, qui est une start-up qui est assez connue dans le milieu du co-living, et les mêmes dispositifs, même stratégie spatiale. On minimise au maximum l'espace intime et on mutualise certains espaces. Là, pour le coup, on partage une cuisine. Même projet, axonométrie à gauche, photographie à droite avec une focale très élargie. On se demande même si le photographe a réussi à prendre la photo. Alors, l'un des atouts, effectivement, je pense qu'il faut le souligner, du co-living, c'est qu'il s'insère et il est assez agile finalement. On l'a dit tout à l'heure, c'est à la fois une destination, il peut être hôtelier, mais il peut être résidentiel. Les surfaces de plancher peuvent être petites, intermédiaires et grandes, et c'est pour ça que cet actif résidentiel plaît aux startups comme aux majors de l'immobilier. En revanche, il y a un flou juridique qui soulève des questions. Entre le bail classique, la location saisonnière, le bail mobilité et le logement foyer, la solution pourrait être dans un contrat de location sui generis, c'est-à-dire un contrat sur mesure. Donc entre l'habitat et la prestation hôtelière, avec une flexibilité dans la durée d'occupation. Et donc, par exemple, pour vous donner un petit exemple, aujourd'hui, un logement habité plus de 8 mois est obligatoirement considéré comme une résidence principale, ce qui lui permet de prétendre aux aides au logement, mais contraint le bailleur à un encadrement de loyer. Deux paramètres se dessinent. Le premier reste à l'investisseur à identifier le bon actif. En matière résidentielle, un repositionnement vers des appartements en location conventionnelle reste possible en cas de défaillance du plan d'affaires. Et deuxièmement, lorsqu'il s'agit du segment commercial, un reclassement en hôtel ou en une autre résidence gérée peut être décidé. Dans tous les cas, l'emplacement, plus que jamais stratégique, constitue le nerf de la guerre, ainsi que la possible reconversion du bien. Donc on s'aperçoit que dans les opérations livrées co-living et celles qui arrivent, les opérateurs de co-living ne vendent pas uniquement des produits, mais ils vendent plutôt l'accès et les résultats que leurs produits génèrent. Cette nouvelle production de la propriété par le développement d'une culture de service prend de l'ampleur. C'est pourquoi le ministère de la Cohésion et des Territoires se dit en phase d'observation sur le co-living. Alors je vais vous présenter deux projets français. Colonis, qui est une start-up française, qui a déposé bagage du côté de Saint-Lazare, donc on est sur une réhabilitation. C'est une résidence co-living de 210 mètres carrés, qui est à quelques mètres à pied des métros 3 et 5. On est sur une chambre pour une personne à 1 050 €. On nous propose du grill, play, chill, beaucoup d'anglicismes. Garde ton scooter ou ton vélo dans la cour, jette-toi dans le garden lounge. Le barbecue est presque fait et la soirée commence tout juste. On te tutoie d'ailleurs. Et lorsqu'on regarde un peu dans le détail quels sont les services, grand lit double avec rangement et matelas haut de gamme, salle de bain privative, mobilier élégant et confortable, décoration design, dry serviette, parfait pour les couples. Et quand on regarde ce qui est compris dans le tarif, salle de cinéma, check-in, out, ménage, maison de designer, eau chaude, en plus ils sont grands seigneurs, loyer, assurance, électricité, wifi, produits de première nécessité. Deuxième exemple, My Name is Bernard, donc c'est une start-up de co-living, encore une fois sur l'île,
qui s'étiquette comme étant une communauté d'urbains enthousiastes. Alors, dans leur description, ils nous expliquent qu'on est au sein d'une maison audacieuse, avec des nouvelles toiles dans le salon tous les 2 mois, hashtag Street Artist Lover, encore des anglicismes, je suis désolé. On vous propose même de la bière et aussi des brunchs mensuels. On a même un petit exemple d'une locataire qui nous explique que grâce à ce co-living, elle a réussi à retravailler sa lecture et prix Goncourt, je suis là, elle nous explique. Deuxième élément, on nous parle de 100% meublé et équipé, on nous parle aussi de décor anticonformiste. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais de demeure de caractère. Et ensuite, dans les services qui sont proposés, on nous parle de terrasse, salle de douche privée, literie hôtellerie, wifi très haut débit, local à vélo. Alors, il faut se frotter les yeux, huile, poivre et compagnie. Ça ne s'invente pas. Ménage des communs, serrure connectée, Netflix, console PS4. Et dans le bail qui est crédité, on est sur un bail locatif facilité, dossier locatif allégé pour les employés des entreprises partenaires, flexibilité, come in and come out, en un clic, désolé pour les anglicismes, confort maximal avec le service optionnel dit conciergerie, location de linge, de lit et de toilette, pressing, ménage de la chambre, envoi et réception de courrier. Donc, vous l'avez compris, on est sur une surabondance de services, et limite si le mot « bonjour » ne sera pas dans la case « service » demain. Et lorsque l'on s'attarde sur la grille tarifaire, donc on nous compare le marché locatif lillois et la structure de co-living, qui est de 30 mètres carrés en comparaison une location de 35 mètres carrés. Tout est inclus, taxe d'habitation, charges, assurance habitation, internet haut débit, Netflix, ménage des communs, bière pression, on nous précise 1 litre par personne et par mois. Bon, on est à Lille, ça se comprend. Fin de course, on nous explique huile, condiments, PQ. Et pour un coût total de 795 €. Donc on est 100 € moins cher que le marché locatif ambiant. Et quand on regarde un petit peu plus en détail et qu'on parle effectivement d'individualisme et de consommation généralisée de l'expérience, il y a une certaine forme de conformisme de conduite. C'est un petit peu, c'est ce que je dis, c'est un petit peu la fête au village, encore et toujours. Lorsque vous regardez les photographies, tout le monde est occupé. On a beaucoup de chance puisque tout le monde est là. Et j'ai l'impression qu'une personne sur 3 est à pieds nus. Donc c'est assez intéressant. Tout le monde est là pour nous, tout le monde a des choses à faire. Et aussi un certain stéréotype de la beauté. On retrouve systématiquement le beau métis, la belle rousse, la belle eurasienne, etc., etc. Tout le monde est beau. Enfin, vous l'avez compris, je jalouse un petit peu toutes ces personnes. Et puis, on a l'impression de ne jamais pouvoir laisser son temps pour soi. Ne jamais laisser le temps à la beauté de l'inutile. Du repos, mais toujours être dans le sensoriel. On y perçoit une certaine forme de société récréative, finalement. On oublie d'exister soi-même, de par ces exigences normatives. Ils ont peu de mètres carrés, mais ils sont très contents d'être serrés en général. Et donc, quand on s'attarde un petit peu sur le mot un petit peu magique et à la mode, l'expérience utilisateur, une norme de conduite entre exigences normatives et mode d'emploi calibré, on nous l'explique très clairement. Donc là, c'est 6 situations, 6 co-living différents. On nous parle d'expérience inédite, on nous parle d'expérience des biens matériels. On prône l'usage, le service face à la possession, l'expérience très variée. Donc effectivement, cette perte de sens liée à l'effritement des repères sociaux pousse les locataires à se réfugier dans une consommation généralisée afin de s'acheter une vie, donnant ainsi une dimension volatile et éphémère à tous les domaines de la vie en société, ce que Zygmunt Bauman nommera la modernité liquide. Il faut consommer pour exister. Beaucoup de co-living vous imposent de faire des réunions chaque semaine avec vos colocataires, par exemple. Quoi qu'il en soit, prestations servicielles voulues ou subies, on pourra néanmoins objecter qu'une logique consumériste traverse bon nombre de ces projets de développement urbain. Alors, moi, par rapport à tout ça, c'est ce que dit très bien la pensée de Roland Gori, et moi je suis assez admiratif de tous ces mœurs finalement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de manuels. N'oublie pas d'être heureux. Les différents modes d'emploi, les différentes procédures pour être heureux. Moi, je pense toujours à cette phrase de Prévert qui disait grossièrement « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il faisait en partant ». Moi, je me demande si aujourd'hui on tient d'autant plus une rhétorique et des modes d'emploi sur le bonheur que justement le concept n'est plus que le fantôme de la chose, c'est-à-dire de l'expérience.
Et lorsque l'on s'attarde aux différentes startups de co-living, ou majors de l'immobilier, tous partagent le même discours normatif enjoué. C'est extrêmement intéressant puisqu'on est face à une sémantique un petit peu de la dépossession et de l'effervescence constante. Et à ce propos, le Guardian avait, il y a quelques années de ça, se posait la question sur le co-living en se disant est-ce que la fin de la solitude urbaine ou des dortoirs d'entreprises cyniques, pardon. Et donc, oui, les avis sont partagés lorsqu'il s'agit de déterminer si la corrélation entre services et co-living est une réponse à la crise du logement ou une forme d'exploitation des personnes les plus exposées à cette crise. Les amateurs de co-living célèbrent la liberté et la flexibilité qu'offre ce type de propriété. Les critiques disent qu'il ne fait que masquer un problème plus profond et profiter de la solitude qui est au cœur de la lutte de la génération Y pour se trouver un logement. Et ici, dernier exemple, avant de conclure, on est à San Francisco. Donc San Francisco, l'une des villes la plus chère à vivre des États-Unis, avec un lit en moyenne de 3 490 $. La société de gestion locative ici, Tribe Co-Living, qui se qualifie de réseau social instantané, facture 2 000 € la capsule de lit. Les cohabitations sont en grande partie dues à l'afflux de start-upers qui prennent le bus vers les campus de la Silicon Valley. Certains lotissements sont clôturés avec des murs imposants, d'autres avec des grillages. Ce que vous voyez sur la droite, ce sont des accès qui sont surveillés 24 heures sur 24 par le personnel de sécurité et réglementés avec des cartes magnétiques. S'ajoutent à cela des systèmes de vidéosurveillance dans la cuisine et le salon. Certains locataires ont même reçu des messages insistants d'avertissement par SMS et par mail, comme « Veuillez laver votre vaisselle ». Ce dispositif semble ainsi donner aux locataires le sentiment d'être surveillés constamment, sans le savoir véritablement à tout moment. On n'est pas très loin de Foucault ou d'Erving Goffman. Alors, est-ce que c'est un dortoir université pour adultes ? La question reste ouverte. Mais finalement, j'aimerais conclure aussi là-dessus. On le voit bien, le co-living arrive dans un contexte sociologique complexe où les personnes rencontrent de plus en plus de difficultés à se loger, pour diverses raisons. Évolution du travail, localisation de l'activité économique, impact sur les mobilités, le vieillissement de la population, changement de la vie familiale. Offrir un service de mise à disposition d'un logement équipé plutôt que des murs en location, c'est sommairement la volonté proposée des acteurs de co-living. Ceux-ci s'inscrivent de facto dans un esprit plus profond hérité de l'économie des fonctionnalités qui modifie un bien en un service. Maintenant, est-ce que ce concept clé en main, partagé, suréquipé, contre un loyer élevé, mais avec un système plus flexible qu'une location ou un achat immobilier est-il l'avenir ? Est-ce la fin de la propriété ? À titre personnel, je dirais non. Mais le développement d'une culture de service par une nouvelle propriété se met progressivement en place. Jusqu'à présent, on était familiarisé à posséder des biens, mais à ne pas payer le service. À l'avenir, il semblerait que les futures générations achèteront du serviciel sans dépenser d'argent pour acquérir des biens. Alors, aujourd'hui, le co-living cible une population très particulière. On l'a vu à l'instant, 24-34 ans en général, qui a de l'argent. Moi, je pense qu'il faut donc manier avec précaution ce concept totémique du tout co, qui bénéficie via l'anglais d'un halo associatif positif. Car le fait d'imposer d'un coup à toutes les structures et à tous leurs locataires un modèle coopératif est bel et bien en train de se produire, alors que certaines questions restent en suspens. Sommes-nous, par exemple, programmés socialement pour coopérer ? En avons-nous seulement l'envie ou en tirons-nous un quelconque plaisir ? La coopération de l'habitat est-elle la condition de notre liberté ? Bon, le sujet est épineux. Certains disent que c'est l'entre-soi de jeunes gens qui se ressemblent, se cooptent. Cela maintient dans une sorte de cocon régressif. Moi, je pense qu'il y a un avenir aussi dans le co-living. Mais quelle que soit l'opinion, ce qui est sans doute vrai, c'est que le co-living est en hausse en Europe sur fond de niche marketing avec une nouvelle classe d'actifs rentables et résilientes, mais avec des différences significatives dans la maturité du marché selon les juridictions. Nous l'avons vu, certaines idées politiques veulent généraliser un nouveau droit de propriété en permettant de posséder les murs mais pas le terrain. Sur le plan théorique, les bénéfices de ces mécanismes sont évidents. D'abord, il permet de découpler le terrain et l'objet et fait par là même chuter significativement le prix de l'immobilier. En facilitant la préemption, ces organismes détenus en majorité par des capitaux publics auraient pour mission d'acheter et de conserver la propriété des terrains sur lesquels des logements seront bâtis.
Les ménages détiendraient la propriété des murs, des logements, et bénéficieraient du droit d'usage du foncier par le biais d'un bail emphytéotique reconductible. Mais le problème est là. Vous achetez votre logement, mais vous resterez locataire à vie. Alors, avant de terminer sur Benjamin, ainsi certains prônent ouvertement l'anticonformisme comme valeur. Certaines formules résidentielles imposent leur propre partage des quotidiens. Faut-il prendre un chemin qui sera dur à évangéliser ? Est-ce que la société de l'usage sera la société du servage ? Mais la question aussi que je me pose, c'est que vont devenir ces fameux millennials plus tard ? Est-ce qu'on aura des co-living pour les riches ? Est-ce qu'on aura des co-living pour les pauvres ? La question du pouvoir, qui décide de ce qui se passe ? Sans vouloir rentrer dans une quelconque forme de proudhonisme exacerbé ou d'individualisme aristocratique, à vouloir constamment parler d'utilisateurs, on en oublierait les habitants eux-mêmes et la beauté de l'imprévisible. Et je terminerai sur un paragraphe de Walter Benjamin qui parlait de l'importance, enfin du moins du caractère essentiel de l'inutile. Que disait Benjamin ? Il parlait du geste de l'enfant qui veut attraper la lune comme une balle. Il poursuit : le geste n'est pas vain, malgré les apparences qu'il nourrit un élan de la main, du cœur et de l'esprit. Il continue : que serait un enfant qui serait parfaitement adapté à sa tâche ? Serait-il encore un enfant ? N'aurait-il pas perdu la naïve joie d'exister ? Je vous remercie. Merci beaucoup Nassim pour ce troisième témoignage des évolutions de la société. Depuis ce matin, ça s'enrichit. C'est très complémentaire de ce qu'on a entendu tout à l'heure. Je suppose qu'il y a quelques réactions dans la salle. Je me posais une question en t'écoutant si... alors, il y a eu dans les fin des années 60-70 des tentatives de construire un autre vivre ensemble que le modèle de la famille. Oui, bien sûr. Dont l'érosion participe évidemment de cette réalité. Et ça, c'est comme une bulle, ça a connu un début et une fin. Alors, aujourd'hui, il y avait une utopie, il y avait une générosité, il y avait un esprit critique qui animait ces communautés. Aujourd'hui, on a la sensation que c'est quand même une mauvaise rencontre, ce produit du co-living, entre un malaise ou une revendication de reconstruire un être ensemble autre que celui de la famille nucléaire, etc., et qui ne soit pas non plus la vie célibataire, et que cette expression a rencontré une espèce de mainmise capitaliste qui en a fait un produit mu par des objectifs fonciers strictement et pas une once d'un esprit de vivre ensemble autre que simplement une économie de moyens, etc. Et donc je me demandais, c'est un succès qui est assez étonnant. Alors je posais la question sur ce qu'en pensent les utilisateurs. En attendant, si quelqu'un d'autre a des réactions. Est-ce que pour les utilisateurs, ça m'incommode en se disant j'ai gagné 70 € par rapport à un logement traditionnel, ou est-ce qu'il y a un enthousiasme à l'idée d'adopter ce modèle extrêmement panoptique, extrêmement inquiétant à plusieurs égards. Enfin bon, beaucoup de gens mettent aussi des micros chez eux délibérément, ils n'ont pas besoin d'attendre du co-living pour être écoutés et surveillés. C'est le statut de l'espace de la vie privée. On a parlé de Philippe Ariès tout à l'heure, que ton intervention à laquelle elle fait écho. Donc je me posais la question s'il y a un travail d'enquête auprès des utilisateurs pour recueillir leur... Oui, c'est extrêmement intéressant ta remarque. En fait, je pense qu'il répond à une demande. Je te donne un exemple très simple. Demain, j'ai un emploi à Marseille, j'ai un CDI, j'ai une période d'essai. Aujourd'hui, quel logement s'offre à moi ? Aujourd'hui, quand tu es propriétaire, tu préfères avoir un étudiant qui est là pour 1 an ou 2 ans. Appart-hôtel, c'est extrêmement cher. Airbnb, je ne vois pas le faire pendant 3 mois, c'est extrêmement cher. Mais aujourd'hui, le co-living, dans sa flexibilité, dans les baux applicables, répond à cette demande. Il n'est pas très regardant administrativement, entre guillemets. Il répond à ça. Alors maintenant, des tranches de vie, alors. Ouais, des tranches de vie. C'est pas un modèle. Pour l'instant, en fait, en France, je pense que c'est une question culturelle. En France, on ne sait pas faire le co-living familial, par exemple. Aux États-Unis, il y a une maturité digitale, on sait mettre en place des crèches, il y a une vraie complexité. Mais aujourd'hui, ça répond à des jeunes actifs, principalement. Donc ça répond, et comme c'est un peu embryonnaire en France, enfin ça fait 3-4 ans maintenant, mais c'est difficile d'avoir un retour. Évidemment, personne ne va te dire c'est nul, c'est mauvais, mais
mais il répond à un segment. Maintenant, quand tu bosses dans la promotion immobilière, l'idée c'est est-ce que ce schéma est duplicable, quoi. C'est ça aussi la question. Et à quel niveau de vie? Maintenant, c'est ce que je dis, il y a une désynchronisation des rythmes de vie, il y a de plus en plus de divorces. Admettons, on arrive à faire du co-living familial en France, quand la famille se désolidarise, comment on traite la vacance locative? Enfin, c'est des vraies questions, quoi. C'est très compliqué. Maintenant, c'est un peu ce que je dis, et c'est ce que je ne dis pas dans la présentation, c'est que le logement ne vaut plus rien. Si on se base du côté de la maîtrise d'ouvrage, et la question, elle peut se comprendre aussi, c'est comment tu maximises du foncier aujourd'hui. Comment tu crées... Pourquoi tu dis le logement ne vaut plus rien? Les grands opérateurs, aujourd'hui, ils font des bénéfices avec du logement traditionnel. Ça vaut plus rien. Un logement, par exemple, en fait, ce que je veux dire, c'est que le service, ça sera le flux de trésorerie. Aujourd'hui, on génère de l'argent en faisant du service, quoi. Par exemple, les loyers sont plafonnés, etc. Maintenant, en termes de qualité de logement, moi, de ce que je vois, c'est quand tu as de la promotion immobilière privée qui fait un logement traversant, c'est exceptionnel. Tu parles des années 60, les grands ensembles ont pratiquement que ça, quoi. Donc, en fait, la créativité en termes de logements sociaux ou de logements, elle est restreinte. Et même, comment rendre bankable le logement, quoi. C'est un peu ça, quoi. Alors, oui, Pierre. Vous êtes un peu tranchant en disant que le Ouais. logement ne vaut plus rien. Il est vrai qu'il y a de très fortes inégalités territoriales dans le marché immobilier. Il reste que la politique d'easy money, comme on appelle ça, de facilité quantitative monétaire depuis la crise de 2008, a essentiellement profité aux valeurs mobilières et immobilières. Donc, je dirais même que le processus d'inégalité dans les sociétés repose sur la capacité des familles à patrimonialiser, à acheter du mobilier, éventuellement du boursier. Bon, hein, non pas dans les revenus, moins dans les revenus. Donc, ça reste, si vous voulez, le nœud économique reste tout de même favorable à la propriété traditionnelle. Oui, après, vous avez raison, hein, j'ai été tranchant, bon, j'ai joué le jeu, mais je pense que c'est une question culturelle aussi, notre rapport à la propriété. Parce que la proposition des OFL, elle est intéressante. Bien sûr, ouais, absolument. Ouais. Alors, elle est ambiguë, parce que pour qu'elle soit généralisée ou pour qu'elle marche, dans l'esprit de la loi, il faut que finalement l'État ou la puissance publique soit propriétaire de tout le foncier. C'est ambitieux. Mais en faisant ça, si vous extrapolez... Sinon, c'est le duc de Westminster, propriétaire de 25% de Londres, avec une grande fortune. C'est vrai que... C'est ça. Non, vous avez raison. Parce que le foncier ne bouge pas. Après, ce qui est intéressant dans les OFL, c'est qu'effectivement, ça permet à des ménages modestes d'accéder à des zones tendues, en soi. Mais ça ne peut marcher qu'en reposant sur une puissance publique. Oui. Puissant. Mais c'est C'est pas le cas. L'évolution, aujourd'hui, c'est plutôt le propriétaire public vend, cède, on ne va pas vers ça aujourd'hui. Hein. On ne va pas, mais on tend de plus en plus. Mais si vous voulez, du point de vue de la propriété, on tend de plus en plus. C'est très faible pour l'instant. Décline depuis une génération, en gros. Oui. Donc il faudrait une révolution politique pour que mais est-ce que vous pensez que si l'État préempte le foncier, ça permettra à la jeunesse justement d'être propriétaire? C'est assez habile et je ne suis pas étonné. C'est tout l'enjeu en fait. C'est que si vous êtes... à la fois, ça repose sur une base publique forte, dont les conditions aujourd'hui ne sont pas présentes. Et puis c'est l'idée, mais il y aura tout de même une sorte de propriété, ça repose sur, mais vous l'avez bien dit, c'est le démantèlement du droit de propriété, ce qu'on appelle le faisceau de droit, et qui est une évolution de droit intéressant, important, et qui me semble un outil qui va évoluer. Ça, le modèle anglo-saxon du faisceau de droit, ça va se diffuser dans la gestion, ça c'est sûr. Oui. Mais là, ce modèle, le modèle proposé, qui reste effectivement ultra-minoritaire, c'est l'idée, finalement, il y a de l'État et il y a de la famille.
avec de fortes contraintes de cession. Il ne faut pas faire de plus-value. Oui, c'est ça, ouais. C'est plafonné, vous accédez à certains normes. La partie alléchante a Oui, disparu. mais c'est très ambitieux. Et quand vous partez, vous devez revendre au même prix que vous avez acheté 20 ans avant. À des familles éligibles. La remise en question Oui. est tout un modèle. Donc c'est vraiment la remise en question de l'ensemble du système, finalement, de l'ensemble du système de profit dans les sociétés Après, je pense capitalistes. non, la recherche du profit n'est pas antinomique avec une qualité architecturale. Oui, ou, oui, non, mais mais- dans cette logique-là, mais je suis il y a d'accord. plus du tout de profit. C'est très ambitieux. En matière de qualité architecturale, on a eu quelques spécimens que je me permettrais de t'emprunter de temps en temps parce que la chambre avec de la taille du lit, où il faut enjamber le lit pour ouvrir la fenêtre. Ah ouais, c'est une réalité. Tout Ouais. n'est que même dans les bateaux, c'est plus. Mais ça, il y avait des choses dans les années 70, là, qui avaient fait, quand ça s'appelait Club Hôtel, la multipropriété. Ah oui, ouais. En fait, on n'était pas multipropriétaire. On avait un droit d'usage, c'était assez complexe. Oui, du jeu ça me vidéo. parle. Hein, ça, c'est assez. Ça date des Bon, années 60. en tout cas, ça a le mérite de questionner cette propriété. Ouais. Est-ce que quelqu'un voudrait adresser une remarque ou une question à Nathalie avant d'accueillir Nathalie Roseau? Nathalie, je pense que alors tu vas prendre la parole pour clôturer cette Merci. journée.